automne 2019. On s'active dans la carrière de l'ancien camp de concentration de Buchenwald, à quelques kilomètres de Weimar, en Thuringe. Un mystère datant de la Seconde Guerre mondiale est peut-être en passe d'être élucidé. En avril 1945, l'armée américaine découvrait ici 2 caches secrètes aménagées par les nazis. Les images du sinistre butin retrouvées à cette occasion ont marqué les imaginations. Et s'il restait d'autres dépôts inconnus à ouvrir, d'autres objets pris ou déportés à retrouver? Pour tenter de le savoir, nous allons faire appel à des historiens, mais aussi à des ingénieurs et des spécialistes des géosciences. Lieu emblématique de l'horreur concentrationnaire, Buchenwald occupe une place singulière dans l'histoire allemande. En 1937, la SS fait construire un camp sur la colline d'Ettersberg, non loin de Weimar. Son nom sera désormais associé au crime nazi. Ces images sont filmées par les Américains peu après la libération du camp en avril 1945. Celles-ci datent à peu près de la même époque. Huge stocks of valuables looted from the inmates were found by American troops. They included clocks and watches, rings, silverware, and every kind of jewelry. Comment et où ces caisses remplies d'objets ont-elles été retrouvées par les Américains? Peu avant la fin de la guerre, les SS ont creusé à l'explosif des galeries dans la carrière de Buchenwald. Ces caches secrètes leur ont servi à entreposer les effets personnels de valeur confisqués aux déportés de plusieurs camps, et notamment d'Auschwitz. Après le retrait des troupes américaines de Thuringe, désormais en zone soviétique, les pistes se perdent. On sait que la carrière est abandonnée, tandis que l'ancien camp de concentration devient un mémorial. Mais selon des rumeurs persistantes, il resterait sur place d'autres caches aménagées par les SS et jamais découvertes. Certains pensent même que la chambre d'ambre se trouverait à Buchenwald, un précieux ensemble de panneaux décoratifs en marqueterie d'ambre, offert par la Prusse à la Russie au XVIIIe siècle, subtilisé par les nazis pendant la guerre et introuvable depuis. À partir des années 1990, ces spéculations attirent toutes sortes de chasseurs de trésors. Une équipe américaine va jusqu'à tenter de réaliser des fouilles par ses propres moyens dans l'ancienne carrière. Choquée par cette façon irrespectueuse de traiter un lieu de mort, la direction du mémorial de Buchenwald décide alors d'interdire toute possibilité de fouille. Est-ce que le plus important dans l'histoire d'un camp de concentration, c'est vraiment de se demander où est enterrée la chambre d'ambre? Cette recherche de sensationnel et d'adrénaline nous a fait beaucoup de mal, d'autant qu'il s'agissait quasiment d'une obsession imperméable à toute argumentation rationnelle. Ces vandales qui jouent à la chasse au trésor ne pensent qu'à eux-mêmes, à leur propre légende et à leur soif d'aventure. Je me suis parfois fait la réflexion qu'on marchait sur la tête. Nous voulons savoir ce qui se cache derrière ces fantasmes et ces rumeurs. C'est en 2017 que nous entamons nos recherches. L'unique document qui fait état de caches secrètes à Buchenwald est un plan du camp tracé à la main, un dessin à l'encre au format A4. Au niveau de la carrière, il comporte 8 petits rectangles désignés comme des bunkers. L'armée américaine n'en a ouvert que 2. Si ce plan est exact, il en existerait donc 6 autres.
Nous avons rendez-vous avec Harry Stein, historien et conservateur du mémorial de Buchenwald. Ce schéma décrit-il l'état de la carrière dans les années 1940 ? On voit ici l'ensemble de casernes, avec sa forme caractéristique en demi-cercle. Là, c'est l'accès à la carrière, avec la rampe. Les dimensions sont indiquées. L'auteur du dessin a donc parcouru le site en personne. Dans l'ensemble, c'est très précis, à l'exception des 2 casernes là-haut. En réalité, il y en avait 4 en surplomb de la carrière, et elles étaient très visibles. S'il n'y a que 2 casernes au lieu de 4, si l'auteur du plan s'est trompé alors qu'elles étaient bien en évidence, peut-être qu'il n'y a pas non plus réellement 8 bunkers en contrebas. Ce point reste à éclaircir. Pour percer à jour le mystère de ce plan, direction les États-Unis. C'est à Washington, aux Archives nationales, que le dessin a refait surface pour la première fois à la fin des années 1980. Il prenait la poussière depuis plus de 40 ans parmi des milliers de documents datant de la Seconde Guerre mondiale. Nous partons pour Richmond, dans l'État de Virginie. L'historien amateur Kenneth Alford a étudié la question de l'or volé par les nazis et de son devenir après 1945. C'est à cette occasion qu'il a découvert le plan de la carrière. On sait qu'on a affaire à une carte au trésor quand on en voit une. Je ne sais pas d'où sortait ce document, je ne me souviens pas. Mais il se trouvait tout seul dans un dossier. Il ne faisait pas partie de la cargaison 16 contenant les autres documents sur le camp de Buchenwald. Déporté ou SS, on ignore qui est l'auteur du plan. En tout état de cause, Kenneth Alford doute qu'il subsiste des biens spoliés dans d'hypothétiques bunkers cachés. À l'époque, l'armée américaine a exploré les lieux. Des détenus avaient signalé l'existence de trésors enterrés dans cette carrière, où des galeries avaient été creusées. Ils ont réussi à identifier les 2 galeries en question. Les prisonniers du camp savaient ce qui se trouvait là. S'il y avait eu de l'or ailleurs, ils l'auraient dit aux Américains. C'étaient des gens honnêtes. Kenneth Alford nous montre l'inventaire de la cargaison 16, qui répertorie les objets retrouvés dans les dépôts de Buchenwald. Ferraille. Ça doit être les réveils. 137 kilos d'or et d'argent. Et 1814 kilos de monnaie, vous vous rendez compte? À l'époque, l'armée américaine est allée récupérer le tout avec 8 poids lourds chargés chacun de 2,5 tonnes pour aller l'entreposer à la Reichsbank de Francfort. At Buchenwald concentration camp, huge stocks of valuables looted from the inmates were found by American troops. C'est donc le recensement des objets volés que montrent ces images d'archives. Kenneth Alford n'a pas pu déterminer d'où provenait le plan. Nous ignorons aussi pour l'instant quels sont les 2 bunkers qui ont été examinés par les troupes américaines. Retour à Weimar. Nous avons rendez-vous avec Bernd Schmidt, ingénieur à la retraite et historien local. Sa cave renferme des archives impressionnantes sur le camp de Buchenwald. Des rayonnages entiers garnis de classeurs, d'ouvrages et d'enregistrements sonores. Au début des années 1990, Bernd Schmidt est parvenu à retrouver l'homme qui avait fait ouvrir les bunkers secrets de Buchenwald en 1945, le commandant Howard McBee. Cet ancien officier américain, originaire de l'Oklahoma, avait consigné précisément par écrit les événements. Le commandant McBee écrit, par exemple, que le 28 avril, son supérieur, le colonel John Bonner, lui confie la mission de rechercher des objets de valeur à Buchenwald. 2 anciens prisonniers lui ont parlé d'une rumeur. Il y aurait des biens précieux cachés dans la carrière.
McBee réquisitionne alors 20 civils de Weimar pour aller creuser sur place. Au bout de 3 heures environ, il trouve une entrée. McBee descend lui-même dans la galerie souterraine où il identifie plusieurs valises, caisses et fûts en métal. Outre ce compte-rendu, Bernd Schmidt conserve une photo prise par Howard McBee qui montre le bunker ouvert par l'armée américaine. Sur ce cliché, on voit l'emplacement de 2 galeries souterraines. On a une entrée, ainsi qu'un monceau de gravats qui a dû être déblayé. Et là, la deuxième entrée. Les GI se tiennent devant et sont tournés vers l'intérieur de la galerie. En 1997, Howard McBee, alors âgé de 79 ans, retourne à Weimar. Bernd Schmidt filme sa visite à Buchenwald. The investigation officer, Major Howard McBee. He was there in 1945. Debout sur le talus, il nous a expliqué à quoi ressemblait la carrière à l'époque. Il nous a aussi montré l'endroit où ils avaient constaté l'utilisation d'explosifs. Et ça, c'est le fameux plan que McBee n'a jamais vu. Ensuite, on est allé voir l'endroit où ils avaient trouvé cette cavité, dans laquelle il avait rampé. Lors de sa visite, McBee nous a confirmé l'emplacement des galeries souterraines, qui correspondaient précisément au plan. Cela prouve que ce dessin est juste, quelle que soit son origine. En tout cas, il n'y a plus besoin de chercher ces 2 galeries-là. Mr. McBee? Yes, sir. Keep smiling. Désormais, nous savons où se trouvent les 2 bunkers ouverts par les Américains en 1945. C'est donc ailleurs sur le site qu'il faudra chercher les autres, dont nous ne pouvons que supposer l'existence. 75 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre. La végétation a envahi l'ancienne carrière et masque les irrégularités du sol. La direction du mémorial de Buchenwald a autorisé une auscultation géologique du site par des méthodes non invasives. 2 géophysiciens du centre Helmholtz de recherche environnementale ont fait le déplacement depuis Leipzig. Vont-ils pouvoir nous aider à localiser ces caches secrètes? Nous sommes au printemps 2018. Marco et Ulrike Verban réalisent des mesures d'induction électromagnétique et balayent les pentes de l'ancienne carrière au géoradar. Ce mode d'investigation en surface permet de repérer les anomalies de terrain. Les variations de concentration en métaux et en eau peuvent signaler la présence de cavités. Marco Verban manie un conductivimètre de 4 mètres de long qui renferme 2 bobines électromagnétiques. La particularité de cet instrument, c'est que ces bobines sont assez éloignées l'une de l'autre. Ça permet d'ausculter le sous-sol à une profondeur importante. On peut aller jusqu'à 6,70 m. De cette façon, on va pouvoir détecter les différences de conductivité dans le sol qui peuvent correspondre à des anomalies du terrain. Mais ici, il y a aussi pas mal de ferraille enterrée, ainsi que divers autres métaux plus ou moins rouillés. Ça modifie forcément le champ électromagnétique, et on le voit sur nos appareils. 6 mois plus tard, nous voici au centre Helmholtz de recherche environnementale à Leipzig. Les ordinateurs de l'institution ont analysé les mesures géologiques grâce à leur forte puissance de calcul.
Analyse des résultats sous la responsabilité de Peter Dietrich, qui dirige le département technique d'exploration. Ici, c'est la rampe et l'accès. On a commencé par le versant sud-est et ça n'a pas donné grand-chose. Ensuite, on a décidé de faire des mesures tout le long du talus qui borde la carrière. D'abord la partie est et puis le nord en faisant la jonction. C'est bien. On distingue clairement des anomalies à cet endroit. Elles correspondent aux dimensions qu'on attendrait d'un bunker. Sur l'image topographique, on voit qu'elle se trouve effectivement le long du talus. On n'a pas pu percer le terrain par là ou par le haut. Ça ne laissait qu'une possibilité. Il a fallu creuser avec une excavatrice. Là, on retrouve bien ces deux anomalies. Ce sont deux emplacements très prometteurs qui pourraient correspondre à des cavités souterraines. Et on voit bien aussi comment elles sont orientées au pied du talus. Du point de vue de l'ingénierie, ça correspondrait aussi. Aux archives du mémorial de Buchenwald, le conservateur Harry Stein nous montre les quelques photos historiques de la carrière dont il dispose. À peine arrivés au camp, les déportés devaient travailler ici jusqu'à 15 heures par jour. Les lourds blocs de pierre extraits sur place servaient ensuite de matériaux de construction à Weimar, capitale régionale en pleine expansion. L'extermination par le travail. Aucune trace de bunker sur ces images, pas plus que sur les photos datant d'après la libération. Nous avons ici des photos du fonds Alfred Stüber, ancien détenu à Buchenwald, qui devait travailler comme photographe au service anthropométrique de la SS. Après la libération, il a pu arpenter le camp avec un appareil photo. Ici, Stüber est posté au bord de la carrière. On ne voit aucune entrée de galerie, ni sur ce cliché, ni sur les autres dont on dispose. Existe-t-il le moindre indice, le moindre document qui évoquerait la construction de bunkers? Harry Stein poursuit ses recherches dans les archives du procès de Buchenwald, organisé à Dachau en 1947. On sait que les Américains ont vidé 2 galeries souterraines, mais on a très peu d'informations sur la façon dont elles ont été aménagées. Il y a toutefois le témoignage de Gustav Heigl, un SS qui supervisait le travail à la carrière dans les dernières semaines de la guerre. Quand on lui pose la question, il indique que des unités du génie étaient sur place. Quelle branche de la SS travaillait là? Il répond, le génie. Il creusait des galeries à l'explosif. Au cours du procès, c'est le seul témoin qui a été interrogé sur ce point. L'accusation n'a pas approfondi le sujet par la suite. Selon ce témoignage, c'est en mars 1945 que la SS aurait créé ces galeries souterraines. Mais aucune évocation de leur nombre et aucune mention du plan tracé à l'encre. Printemps 2019. Nous sommes à Nordhausen, à une centaine de kilomètres de Weimar, où nous avons rendez-vous dans un bureau d'études et d'ingénierie. Nous présentons à Ralf Hase, ingénieur des mines, les photos de la carrière prises peu après la libération de Buchenwald. Son œil exercé repérera peut-être des indices qui nous ont échappé et permettront de confirmer notre thèse. Le spécialiste fait une découverte intéressante. On distingue là une série de rondins soigneusement empilés et tous à peu près du même gabarit. Vu leurs dimensions, on dirait bien du bois de soutènement. Quand on veut créer une galerie dans une carrière, on a besoin d'étayer le plafond pour éviter qu'il s'effondre. Un peu plus loin, à proximité de ces troncs,
On voit qu'il y a des installations techniques, un appentis et des rails qui y mènent. Tous ces éléments font penser à un chantier. Mais comment expliquer la présence d'un chantier à cet endroit et à cette époque? La guerre était presque terminée. Il n'y avait plus de raison d'aménager la carrière. Sauf peut-être pour y creuser une galerie. Quelques jours plus tard, Ralph Haase est sur place pour se faire une idée des conditions géologiques locales, et notamment du talus nord de la carrière. C'est ici que se trouvait la pile de rondins et le matériel de chantier. Peut-être des compresseurs pour produire de l'air comprimé ou de quoi malaxer du béton. Tout était dans cette zone. À mon sens, ce ne sont pas des choses qu'on s'attend à trouver dans une carrière. Il y a donc forcément une raison à leur présence. On en revient à l'hypothèse de galerie ou de cavité qui aurait été creusée là. Sur le talus ouest, Ralph Haase fait une autre découverte. Un affaissement de terrain, signe d'un effondrement dans le sous-sol. Quelque chose a dû céder en dessous, et la terre s'est tassée à la surface. Du moins, je suppose. Si on pouvait voir à travers, on constaterait sans doute qu'une ancienne cavité a été ensevelie sous la terre. C'est un signe très clair qu'il s'est passé quelque chose dans le sol. Ralph Haase mesure l'affaissement. Celui-ci correspond à l'endroit où les géophysiciens de Leipzig ont repéré les anomalies de terrain les plus importantes et où l'on soupçonne la présence de cavités souterraines. Mais ces relevés ne suffiront peut-être pas à convaincre l'administration du mémorial de nous autoriser à réaliser des fouilles à cet endroit. Été 2019. Nous avons appris l'existence de photos aériennes de Buchenwald prises par l'aviation américaine dans les dernières années de la guerre. Elles sont consultables auprès d'une entreprise bavaroise spécialisée dans les photographies aériennes. Nous présentons le plan de la carrière à Jürgen Müller, historien militaire, et à Marco Eckstein, expert en photographie aérienne. Ils vont comparer des photos plus récentes de Buchenwald à celles de l'aviation américaine et étudier dans quelle mesure elles recoupent le plan. On voit là un ensemble de casernes qui a complètement disparu aujourd'hui. Les autres bâtiments sont toutefois encore debout. C'est un bon point de repère pour géoréférencer le site et localiser d'éventuelles découvertes sur place. Voilà la vue de la carrière en 1943. Quant à ce fameux plan qui a apparemment été dessiné par un prisonnier après la guerre, je ne sais pas quand exactement. C'est intéressant d'essayer de le géoréférencer. On voit qu'il est assez bien fait. En tout cas, les casernes sont au bon endroit. La photo et le dessin se recoupent presque à la perfection. Et là, on a la carrière avec l'emplacement des 8 bunkers. On a reporté les points un par un. Et le résultat est assez précis. Dans cette partie-là au moins, on distingue un relief exactement à l'endroit où pourraient se trouver les bunkers. Oui. Maintenant, je vais superposer la photo prise le 14 février 1945. C'était le lendemain d'une journée de bombardement intense sur Weimar. On voit de très nombreux détails des bâtiments et de la carrière. Et au nord, c'est particulièrement net sur cette photo aérienne. Il y a une ombre qui laisse supposer la présence d'un accès vers l'intérieur de la colline. Et là au sud, on dirait des traces de dynamitage. C'est ça. Ça correspond à l'emplacement des 2 galeries découvertes par les Américains, où étaient entreposées lors d'Auschwitz. La photo prise par l'armée de l'air américaine le 14 février 1945 montre des traces d'activité au pied des talus et laisse deviner l'entrée d'autres galeries souterraines. C'est peut-être la dernière pièce du puzzle. L'emplacement des bunkers sur le plan dessiné serait donc juste.
Récapitulons. Nous ignorons toujours qui est l'auteur du plan, mais tout semble indiquer que le document est authentique. Lors de sa visite sur place, Howard McBee a identifié l'emplacement des galeries ouvertes en 1945. Les photos prises en avril de la même année suggèrent l'existence d'autres bunkers. Les anomalies de terrain constatées par les géophysiciens recoupent les coordonnées relevées par Ralph Haase. À ce stade, seules des fouilles permettraient de faire la lumière sur l'existence de caches secrètes à Buchenwald. Nous présentons nos conclusions à la Fondation des mémoriaux de Buchenwald et de Mittelbau-Dora. Son directeur, Volkhard Knigge, finit par nous donner le feu vert. J'aurais préféré qu'il y ait davantage d'éléments. Mais je vais dire une banalité. On est dans une situation où l'on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On verra bien ce qu'il en est. Avec notre comité scientifique, qui est composé entre autres de confrères étrangers et notamment américains, nous avons soigneusement examiné les éléments qui nous ont été présentés. Nous nous sommes demandé s'il était justifié, d'un point de vue scientifique et éthique, de procéder à une intervention invasive sur le site pour élucider ce mystère. Nous avons décidé que oui. La recherche, ce n'est pas seulement de la création de savoir, c'est aussi une objectivation par le savoir. Certaines hypothèses se vérifient, d'autres non. Certaines peuvent être étayées, d'autres se révèlent être des fantasmes, des mensonges, etc. Il reste encore à obtenir l'aval de l'Office pour la protection du patrimoine et de l'archéologie de Thuringe, c'est-à-dire à convaincre son experte référente, Karin Tschech. Il faut déposer une demande motivée auprès de nos services. C'est ce qui a été fait pour ces fouilles à Buchenwald, et les éléments réunis sont nombreux. En accord avec la Fondation, qui est propriétaire du terrain et conservatrice de ce lieu de mémoire, nous avons estimé que le dossier était suffisant pour justifier cette intervention dans le sol. Il faut le savoir, toute intervention de ce type entraîne une destruction. Mais l'objectif est de mettre un terme aux spéculations. Ça fait des dizaines d'années qu'on reçoit des demandes visant à autoriser des fouilles dans la carrière. Si on creuse effectivement à cet endroit, on pourra refermer ce chapitre. Que l'on découvre ou non quelque chose, ça mettra fin aux conjectures. Le 30 septembre 2019, nous sommes enfin à pied d'œuvre. Une pelle mécanique s'avance dans l'ancienne carrière, dont l'accès a été interdit au public. Dernier préparatif. De grandes bâches sont déployées au sol afin de recueillir la terre excavée et tout objet qui pourrait s'y trouver. Le compte à rebours est lancé. Tout ceci a déjà duré assez longtemps. Il y a eu des pourparlers compliqués en amont parce que c'est un site très sensible. On a hâte que ça commence. Pour l'instant, nous avons obtenu l'autorisation d'explorer les 2 emplacements où nous pensons avoir le plus de chances de découvrir des cavités souterraines. Les fouilles commencent sur le talus ouest de la carrière. Première étape, arracher les arbres dont les racines gêneraient le travail de la pelle mécanique. La réglementation environnementale encadre strictement les dates d'abattage. Avant le début des fouilles,
nous observons un temps de recueillement en mémoire des prisonniers qui ont souffert dans cette carrière, forcés à travailler jusqu'à la mort. Je suis très partagée, je l'avoue. La perspective de découvrir de nouveaux éléments est toujours intéressante. Mais on ne peut s'empêcher de penser à la souffrance et à la détresse associées à ce lieu. L'excavatrice démarre. Les recherches peuvent officiellement commencer. Karine Tchech, des services de la protection du patrimoine, supervise le chantier. Elle est responsable des fouilles. Ralf Hase, l'ingénieur des mines, assure la coordination. C'est un lieu très particulier, bien sûr, et on l'aborde avec beaucoup d'humilité. En arrivant ici, on découvre un cadre idyllique où la nature a repris ses droits. Mais quand on connaît l'histoire du site, on pense forcément aux souffrances humaines du passé. Ce sont des fouilles minières dont le principe est simple. On va creuser un trou à la pelleteuse à un endroit précis dans l'espoir d'y trouver une cavité souterraine. Et il ne faut pas se tromper. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. Il y a sans doute beaucoup de déchets et de ferrailles qui vont nous retarder. Le risque vient des munitions actives qui pourraient se trouver dans le sol. J'espère que les démineurs n'auront rien à faire. Mais il faut s'attendre à tout. Attends, je vais vérifier. Marc Lesser, des services de déminage, balaie le talus au moyen d'un magnétomètre. Un signal sonore retentit presque en continu, indiquant que le sol est truffé d'objets métalliques. Mais s'agit-il de munitions dangereuses ou de ferrailles inoffensives? Encore 10 cm. Vas-y très doucement. La pelleteuse ne peut reprendre sa progression qu'une fois tout danger écarté. La terre est donc retirée strate après strate. Et à ce stade, nous ignorons encore si nous creusons au bon endroit. Pour l'instant, aucune trace d'une entrée de bunker. En revanche, nous voyons remonter à la surface une grande quantité de munitions et d'armes en tout genre, autant de vestiges de la guerre. C'est une mitrailleuse allemande, ça? Oui, de la dernière guerre. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille encore plus lentement. Au bout de 5 heures, nous n'avons guère avancé. Régulièrement, des objets métalliques et des munitions retardent les fouilles. L'excavatrice doit alors s'arrêter. L'élément est dégagé à la main et inspecté avec soin. Le seau de munitions se remplit à vue d'œil. Mais nous n'avons encore rien trouvé d'intéressant. L'après-midi, enfin, une découverte encourageante. Il s'agit sûrement d'un de ces rondins empilés qu'on a vus sur les photos d'époque. C'est le type de bois qu'on emploie dans l'industrie minière pour étayer un plafond. Comme il est planté à la verticale dans le sol, ça ne peut pas être un hasard. Voilà au moins la confirmation que nous fouillons sans doute au bon endroit. Nous reprenons confiance. Bilan de cette première journée, des quantités de ferraille, d'armes et de munitions.
Nous ne sommes pas là pour trouver des armes. Nous cherchons l'entrée d'une galerie. Nous avons avancé, même si nous ne sommes pas au bout de nos peines. Mais beaucoup d'indices semblent confirmer que nous sommes sur la bonne voie, puisqu'on a retrouvé un rondin et d'autres vestiges de construction minière datant de cette époque. Je pense que demain soir, cette galerie souterraine sera à notre portée. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Les munitions nous ralentissent un peu, mais on n'a pas le choix. C'était une première journée productive. Après 8 heures de travail à l'excavatrice, il est temps de conclure cette première journée de fouilles. Un service de gardiennage assure la surveillance de la carrière. De quoi prévenir l'irruption d'éventuels visiteurs indélicats. Le lendemain, deuxième journée de fouilles. La pelleteuse attaque les couches plus profondes. Ralph Haase observe attentivement les modifications de la roche. Tu mets la pelle au-dessus de moi? Pour me protéger? Le godet de l'excavatrice retient les éboulis pendant que Ralph Haase va inspecter le talus. Sur les côtés, je ne vois que de la roche massive. Au centre, le terrain est plus meuble. Puis apparaissent des rails en acier, typiquement utilisés pour étayer les ouvrages souterrains. Ils étaient insérés dans la roche sur le côté. C'est une technique de soutènement classique. On peut supposer que le plafond se trouvait à la hauteur des rails. La galerie doit se trouver en dessous. Ils ont sans doute dynamité l'avant de la structure, là où on a trouvé toute cette ferraille hier. C'est ça. Je préférerais qu'on sorte tout ça à la main. Derrière, on devrait trouver cette fameuse cavité. Avec une infinie précaution, l'excavatrice poursuit sa progression. La tension est à son comble. Nous avons tous les yeux rivés sur la roche. Une ouverture. Serait-ce l'entrée du bunker représentée à cet endroit sur le plan? La pelleteuse évacue la couche meuble située au-dessus de l'orifice. Le reste est dégagé à la pelle et à la bêche. L'ouverture doit encore être sécurisée. Puis vient l'instant de vérité. Seuls nos experts sont autorisés à entrer. Nous les voyons disparaître dans l'obscurité. Nous avons bien trouvé une cavité là où nous la cherchions, mais que renferme-t-elle? Ça continue sur la gauche. En haut, ce n'est pas très engageant. Pour des raisons de sécurité, la caméra ne peut pas s'aventurer sous terre. Nous patientons à l'extérieur, pleins d'espoir. Lorsqu'il ressort, Ralph Haase a l'air essoufflé. Que donne cette première inspection? Rien. On a fait le tour. Il n'y a rien à voir. C'est vide? Oui. Rien d'intéressant là-dedans. À l'intérieur, la structure est en mauvais état. Je parle du plafond. Ça part à gauche, puis de nouveau à droite. Ensuite, il y a encore 3 mètres environ. Et ça s'arrête. On arrive à une paroi en roche naturelle. Ce n'est pas une ouverture qui a été comblée. Non, ce n'est clairement pas du remblai. La paroi rocheuse est continue au fond de la galerie. Ça n'a pas été comblé parce que ça n'a tout simplement pas été ouvert.
Nous avons trouvé le premier bunker à l'emplacement désigné par le plan. Le directeur du mémorial vient voir l'avancement du chantier. La découverte de cette galerie souterraine le conforte dans sa décision d'autoriser des fouilles. On peut dire que les indices qu'on avait ont été confirmés. Je pense qu'on devrait continuer. La priorité pour nous est de mettre fin aux rumeurs et aux hypothèses et de les remplacer par des éléments solides et crédibles. Exactement. Ok, on continue. Troisième jour. L'excavatrice aborde à présent la face nord de la carrière. Le plan signale la présence de 4 bunkers le long de ce talus. L'équipe espère trouver l'ouverture du deuxième à partir de la gauche. L'emplacement choisi est le plus prometteur au vu des relevés de terrain. La galerie souterraine que nous avons ouverte la veille s'est avérée vide. Mais les images des biens spoliés retrouvés à Buchenwald en 1945 alimentent tous les fantasmes. Qu'allons-nous trouver cette fois ? D'autres objets issus de pillages ? Des trésors disparus dans le chaos de la guerre ? La fameuse chambre d'ambre ? Harry Stein, conservateur du mémorial de Buchenwald, a sa propre hypothèse. Je ne vois pas comment la chambre d'ambre aurait pu se retrouver ici. En revanche, les grandes casernes bien visibles au-dessus de la carrière abritaient à l'époque le commandement opérationnel de la Waffen-SS. C'est là que siégeait l'état-major. Il avait été déplacé à Buchenwald après le bombardement de ses bâtiments à Berlin. Il se peut que les SS aient transféré une partie de leurs archives par la même occasion. Et sur la fin de la guerre, en mars-avril 1945, peut-être ont-ils voulu mettre à l'abri une partie de ces documents d'une importance stratégique, puisque les combats n'étaient pas finis. Si ces archives qui ont été perdues réapparaissaient quelque part, même partiellement, ce serait un apport précieux pour la recherche. C'est d'abord un wagonnet qui émerge du sol. Un signe que nos experts ont bien localisé ce nouvel emplacement. À la fin de cette troisième journée de fouilles, une nouvelle cavité apparaît. Rapide inspection visuelle. C'est sans aucun doute une cavité créée par l'homme. Les parois à droite et à gauche sont maçonnées avec des pierres. Plus loin, la galerie tourne, comme là-bas. Ici, à l'avant, vous voyez qu'on a un élément de soutènement, un rail qui supporte l'entrée. Quatrième jour. L'ouverture est agrandie et vérifiée, tandis que la tension monte dans l'équipe. Cette fois, notre caméra va accompagner les experts à l'intérieur. Ça ne sent pas bon. L'air est un peu vicié. Attention, les parois ne sont pas stables. Le sol non plus. Oui, c'est boueux. Il y a de l'eau qui a stagné ici. Le couloir a la forme d'un U. Après quelques mètres, le passage est bouché. Vu son emplacement, c'est une sortie qui a été condamnée. C'est la seule explication. Surprise.
Ce bunker compterait donc 2 accès. Nous n'avions pas envisagé cette hypothèse. Le couloir en fer à cheval bifurque sur une sorte de salle voûtée d'environ 6 mètres de long. C'est tout. Il n'y a rien là-dedans. On a peut-être voulu créer une pièce ici, non? C'est du carton bitumé. Il y a encore des pierres qui ont été préparées pour être posées. Mais c'est tout, le projet n'a pas été achevé. Non, on ne trouvera rien d'autre ici. Les travaux d'aménagement prévus n'ont pas été réalisés. La forme de cette galerie souterraine nous met face à une nouvelle énigme. Au lieu de 4 bunkers, le plan signalerait peut-être simplement 4 entrées. Nous serions tombés sur la 3e, reliée à la 2e par ce couloir en demi-cercle. Si tel est le cas, il resterait encore 2 entrées non ouvertes dans le talus nord de la carrière. Nous faisons le point sur la marche à suivre. Plusieurs éléments sont venus confirmer les premiers indices que nous avions récoltés. Nous n'avions la permission de creuser qu'à 2 endroits, or ces 2 incursions ont été fructueuses. Maintenant que le matériel est à pied d'œuvre, il serait dommage de ne pas poursuivre les recherches. Mais pour cela, il nous faut une autorisation supplémentaire, ce qui prendra peut-être du temps. À nouveau, nous nous adressons au mémorial de Buchenwald. Celui-ci nous donne son aval rapidement, sans formalités excessives. Nous décidons de chercher l'entrée localisée tout à gauche sur le talus nord. Cinquième journée de fouille. Une fois de plus, nos experts ont vu juste. Au bout de quelques heures, une entrée apparaît. Là encore, nous devons retirer une grande quantité de terre avant de pouvoir pénétrer en toute sécurité dans cette 3e cavité. Il se confirme que l'auteur du plan connaissait décidément très bien la carrière. Mais pourquoi cette ou ces galeries ont-elles été aménagées? Pour protéger les SS lors des bombardements? Ou pour qu'ils y stockent des archives ou des objets précieux? Des caillebotis, un peu de ferraille et un fût métallique vide. Ici non plus, ni coffre au trésor, ni montagne d'archives secrètes. Pas de soutènement ici, c'est vide. On pense à un abri anti-aérien pour se protéger des bombardements. Mais rien n'indique qu'on ait entreposé ici quoi que ce soit. Rien du tout. À part ce vieux fût rouillé, le bilan est mince. Il reste que l'emplacement valait la peine d'être inspecté. Petit à petit, nous déconstruisons le mythe des caches secrètes de Buchenwald. Résultat de nos fouilles, nous avons trouvé et exploré 3 bunkers. Et le plan semble fiable. Pour autant, l'énigme n'est pas tout à fait résolue, car il reste encore au moins 2 entrées de galeries souterraines à localiser. On peut se demander s'il faut rechercher les autres bunkers. Qu'est-ce qu'on doit faire? On peut continuer, bien sûr. Mais il faut aussi tenir compte de ce qu'on a trouvé pour l'instant. Les galeries qu'on a vues n'ont à l'évidence jamais été achevées. La probabilité de trouver quelque chose dans celle qui reste me semble très faible. Pas de chambre d'ambre, ni de butin douteux, ni d'archives de la SS. Au lieu de cela,
Nous n'avons trouvé que de la ferraille datant de la guerre. Peut-on mettre un point final à cette quête des caches secrètes de Buchenwald? Jusqu'à présent, tous les éléments figurant sur le plan se sont avérés à leur juste place. Pour faire toute la lumière, nous aimerions creuser encore à l'emplacement des 2 entrées restantes. Mais la Fondation en décide autrement. Selon elle, l'ouverture des 2 derniers bunkers ne donnerait rien de plus. C'est donc la fin de nos recherches. Quatre mois plus tard, une fois les galeries refermées, l'ancienne carrière a été rendue à la nature, mais aussi aux spéculations en tout genre. Tant que les 2 derniers bunkers garderont leurs secrets, ils continueront sans doute d'alimenter les fantasmes des amateurs de chasse au trésor et de sensations fortes.